And the first point I want to get over to you is that the world is not like that at all, or let us be more polite. The world in which I live is not like that at all. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour les 5 ans du podcast Présage, Alexia Soyeux a réuni 3 infatigables militants. Alessandro Pignocchi, Tom du collectif Stop Dioxine et Fatima Wassak. Ensemble, ils discutent de la question de la joie partant de délitement écologique. Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui ? Bon, super. La Recyclerie, c'est un tiers-lieu, ici, l'ancienne gare d'Ornano, sur la petite ceinture de Paris. On est un tiers-lieu depuis 2014, on est là pour accompagner tous les publics et toutes les dynamiques qui s'intéressent de près ou de loin à l'écologie sociale, politique, scientifique, culturelle, artistique. Toutes les voies que chacun et chacune peut trouver pour reconnecter au vivant et vivre à l'intérieur des limites planétaires. Pour ça, on a un atelier de réparation, on a une ferme urbaine et on a une programmation, à peu près 300 événements par an. Et cette année, parmi ces événements, il y en aura 3 qui vont se faire avec Alexia et avec le podcast Présage. Donc c'est un crossover en fait entre 2 podcasts très réputés, puisqu'il y a aussi le podcast Radio Recyclerie que vous connaissez peut-être. Radio Recyclerie, c'est simplement cette web radio qui vise à mettre en ligne et faire en sorte que chacun et chacune puisse écouter tous les contenus qui ont lieu ici, tous les débats, toutes les discussions, dont celle-ci et dont 2 autres qui arriveront cette année en partenariat avec Présage pour échanger autour de ces sujets. Je laisse tout de suite la parole à Alexia et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir. On est réunis ce soir pour le premier enregistrement en public de Présage pour les 5 ans du podcast et c'est aujourd'hui la date tout pile. C'est un événement... Merci. C'est un événement donc, qui est en collaboration avec la Recyclerie. Vous pourrez donc retrouver l'épisode à la fois sur la chaîne de Présage et sur la chaîne Radio Recyclerie. Donc, pour ce premier événement, la question est lutter pour un monde meilleur ou être heureux, faut-il choisir ? C'est une question qui me taraude depuis pas mal d'années et que je suis très contente de discuter ce soir avec vous et avec mes invités. Tom du Alessandro Pignocchi, qui est auteur de bandes dessinées fabuleuses, et malheureusement, nous n'avons pas de nouvelles de Fatima Wassak, donc peut-être qu'elle arrivera, peut-être pas, mais c'est pas grave. Quand j'ai créé le podcast en 2018, j'étais au fond du seau, il faut bien le dire, car je venais de me prendre la grosse claque de la prise de conscience écologique, en même temps que je commençais à voir le monde à travers les lunettes du féminisme. Et depuis, j'observe et je constate les ravages et les mutations de la période que nous vivons. Je crois qu'on est assez nombreux et nombreuses ici à avoir ressenti assez profondément que avaler cette pilule rouge, celle par qui une forme de lucidité sur le monde survient, c'est assez lourd de conséquences. Parce que quand on observe chaque jour plus nettement le système d'exploitation et de destruction écocidaire, patriarcal, raciste et capitaliste qui structure notre monde, c'est le sens de la vie qui est bouleversé et ce sont aussi toutes nos relations qui sont ébranlées. Donc, comment vivre dans ce monde une fois que le voile a commencé à tomber ? Comment agir avec détermination sans y laisser sa peau et sa joie de vivre ? C'est la question que l'on va se poser ce soir. Donc, l'expérience de l'engagement militant peut être assez douloureuse, à la fois parce que les sujets qu'on traite sont difficiles, aussi parce qu'il y a des rapports entre militants qui ne sont pas tout le temps agréables. Il ne faut pas oublier, bien sûr, la question de la répression et le fait qu'il y a parfois peu de victoires. Entrer dans le milieu militant, d'une certaine façon, c'était peut-être dire adieu à une certaine forme d'ignorance heureuse, à une certaine idée du bonheur, en tout cas. Sandro ?
Je vais commencer par botter en touche, mais on y reviendra, mais juste parce que tu parles de renoncer à une idée du bonheur et faire un mini détour pour rappeler que le bonheur, c'est quand même un concept qui est socialement construit, quoi. Dans la mesure du physiologiquement possible, mais en tout cas, il y a une forte construction sociale, et comme tous ces concepts-là qui nous structurent, on a tendance à oublier cette part de construction et à prendre ces concepts-là comme désignant une réalité objective et impossible à changer. Le concept de bonheur et celui qui lui est très lié de liberté, quoi, ont une histoire. En l'occurrence, ils ont été façonnés par la bourgeoisie dans les 2 derniers siècles. On est baigné depuis l'enfance, quand on grandit dans l'Occident moderne, par une conception de la liberté pensée comme définie négativement. C'est-à-dire, c'est pas de la liberté de faire quelque chose, mais la liberté de pouvoir se désintéresser de tout un tas de choses. Et notamment, le fondement du concept de liberté, c'est la possibilité de faire à d'autres ce qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Enfin, le concept de la liberté bourgeoise. Et notamment toutes les tâches matérielles, toutes les tâches liées à la subsistance, le travail de la terre notamment, s'occuper de la maison, et être libre pour, encore une fois, pour un bourgeois, mais c'est un concept qui a envahi l'ensemble de l'imaginaire de l'Occident moderne, c'est donc disposer d'un prolétariat, c'est-à-dire une foule de gens, une masse de gens qui est dépossédée de ses moyens de subsistance, qui donc pour survivre doit vendre sa force de travail, et d'un marché du travail où acheter les services des prolos pour leur faire tout ce qu'on n'a pas envie de faire, notamment le travail de la terre, etc. Et le deuxième pilier de la liberté bourgeoise, c'est se désintéresser des tâches politiques. La mise à disposition du prolétariat par le marché du travail avec le pouvoir répressif de l'État qui défend notamment la propriété privée et s'assure que les prolos n'auront pas les moyens de subvenir à leurs besoins autrement qu'en vendant leur force de travail, qui permet la liberté bourgeoise. Quand on rentre dans le monde militant, c'est un peu ce concept-là de liberté qu'on est amené à revoir, quoi, et à prendre à rebours, surtout quand on milite dans des luttes territoriales, dans des luttes pour l'autonomie territoriale qui aspirent à reprendre en main les conditions de subsistance et la décision politique. Et du coup, on affirme qu'en fait, contre la définition bourgeoise de la liberté, c'est quelque chose de désirable, de joyeux, de s'occuper de sa subsistance et des affaires politiques. En fait, c'est dit comme ça, c'est assez logique, quoi, que être libre, c'est justement être maître de ses moyens de subsistance et des décisions qu'on prend dans le territoire où on habite. Mais malheureusement, la conception bourgeoise de la liberté puise ses racines assez profondes dans notre histoire culturelle, même jusqu'à l'histoire des religions, quoi, où le christianisme définit les tâches matérielles liées à la terre, etc., comme des souffrances, une punition par lesquelles on doit passer pour accéder au bonheur ailleurs, quoi. Soit dans l'au-delà ou le week-end à l'église, quoi. Mais la ritualisation dans le christianisme est détachée des tâches de subsistance. Et on souffre toute la semaine et ensuite on vit éventuellement un moment de transe à l'église. Et donc la conception de la liberté aristocratique puis bourgeoise se construit en partie là-dessus. Donc c'est pas une mince affaire que de dire qu'on va balayer ce concept-là pour le remplacer par un autre. Heureusement, il y a d'autres. Enfin, l'anthropologie nous apprend que ce concept de liberté bourgeois comme liberté de ne pas faire, de faire à d'autres ce qu'on n'a pas envie de faire, c'est un concept très particulier. Encore une fois, dans d'autres cultures et à d'autres moments historiques, on considérait la liberté justement comme être libre même dans la Grèce antique avant la modernité occidentale, c'était la liberté de participer aux affaires de la cité et la liberté d'avoir la main sur ses moyens de subsistance. Moi, je suis un peu en transition entre ces deux concepts, parce que la liberté bourgeoise, oui, c'est la liberté au-delà même de la subsistance et de la politique, c'est d'être autonome émotionnellement, d'être capable de se défaire de tout lien, de se passer de tout attachement. Et il y a d'autres, encore une fois, conceptions de la liberté qui sont, encore une fois, la liberté de choisir ces liens, de choisir les attachements dans lesquels on est, idéalement des attachements qui ne recèlent pas des relations de domination. Mais donc voilà, c'est en entrant en militantisme, en particulier dans les luttes territoriales, c'est à ça qu'on s'attaque. Et voilà, moi je suis un peu en transition entre les deux concepts de liberté. C'est pas complètement évident, effectivement, mais voilà, c'est sans doute bénéfique à long terme, en tout cas, quoi. Donc je vais essayer de me rappeler la question. C'était finalement. Ouais. Est-ce que entrer dans le milieu militant, c'est dire adieu à une forme d'ignorance heureuse et une certaine idée du bonheur? Déjà, il faut un peu se poser la question pourquoi on rentre dans le milieu militant, en fait, dans différentes causes. Enfin, par exemple, si on parle de racisme, si on parle de colonialisme, finalement, on n'a pas trop le choix en fait de rentrer dans le milieu militant. On subit des injustices.
Je vais prendre le cas, par exemple, de Trentonia, par exemple, qui fait partie de la lutte dont on fait partie. Elle, en fait, c'est une ancienne résistante. Elle est victime de Peut-être la tu peux Orange. repréciser pour Ouais. les gens qui ne connaissent pas le collectif Vietnam Dioxine. C'est ça. Donc moi, je suis partie du collectif Vietnam Dioxine. Donc on sensibilise sur l'agent orange et en fait, on se place du côté des personnes qui portent plainte contre les fabricants de l'agent orange, comme Monsanto, Dow Chemical. Et c'est pour ça que Trentonia, donc, qui est une ancienne résistante franco-vietnamienne, elle a porté plainte en 2014 contre 14 multinationales, comme Monsanto, pour qu'elle n'aille pas au bout de la procédure. Parce qu'elle, elle a 82 ans. Et voilà, et donc c'est une longue lutte, sachant qu'elle elle a subi beaucoup de maladies liées à l'agent orange. Donc c'est la dioxine, en fait, qui était responsable de maladies de cancer, de chloracné, etc. Ça a touché aussi, finalement, la reproduction, puisqu'en fait, ses enfants... Elle a eu un bébé qui est mort dans la jungle au Vietnam et ses 2 filles ont aussi des maladies. Donc en fait, juste pour vous résumer que durant la guerre du Vietnam, en fait, les gens ils n'avaient pas trop le choix finalement de lutter et de s'engager. Et donc là, on est dans un contexte différent puisqu'on est en France, mais aujourd'hui, sur les questions effectivement d'agent orange, de chlordécone ou bien d'autres, quand on est victime directement ou quand on fait partie en tout cas d'une diaspora qui est issue de l'immigration postcoloniale, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que on subit. Alors moi, je suis adopté, donc je suis né au Vietnam, donc un pays du Sud global, et donc moi, je suis pas du tout partie des quartiers populaires, donc je préfère me situer aussi pour dire ce que je suis et ce que je suis pas. Mais par rapport à ça, quand on subit du racisme, etc., en fait, on a envie de lutter parce qu'en fait, on veut s'émanciper, on veut comprendre les causes et qu'est-ce qui structure en fait ce racisme qui est systémique, qui est institutionnel. Donc finalement, on réfléchit pas vraiment à la question est-ce que je vais être plus heureux, on va dire je vais m'émanciper et c'est par l'émancipation aussi que d'une certaine manière on avance et on acquiert des droits et matériellement en fait on fait en sorte que nous et puis les personnes aussi qui nous ressemblent, qui subissent les mêmes choses, puissent aussi finalement régler ces problèmes-là, quoi. Donc il y a ça. Je pense que c'est assez différent et c'est intéressant de se faire un pas de côté parce que dans l'écologie finalement tout le monde est victime du changement climatique, mais pas aux mêmes effets. Et je veux dire, quand on est victime de racisme, de sexisme ou autre, je pense que on a une relation qui est différente et je pense que on s'intéresse plus à des causes et c'est peut-être moins, je dirais, désancré que d'une cause. Tiens, aujourd'hui, je vais lutter pour le climat et demain, je vais lutter pour la biodiversité, quoi. C'est une question de privilégié, en fait. Et c'était une question un peu, c'était un peu, comment on dit, une provocation, peut-être. Mais en tout cas, autour de moi, il y a beaucoup et moi-même, je suis privilégiée, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question, mais c'est bien de décentrer le regard aussi. Et d'ailleurs, on peut tout de suite parler du sujet de l'éco-anxiété, qui est un sujet, je pense, qui nous touche toutes et tous ici, plus ou moins durement, et qui est très médiatisé depuis quelques années, avec une mise en avant dans les médias d'un mal-être qui est légitime, mais de personnes souvent, quasiment exclusivement privilégiées et blanches. Et Tom, toi, tu avais écrit un post super intéressant sur pourquoi c'est intéressant justement de décentrer le regard sur l'éco-anxiété. Effectivement, moi, c'est un concept qui me fait beaucoup rire, parce que c'est un concept qui a été beaucoup théorisé par notamment l'épidémiologiste Alice Desbioles, qui a sorti un livre sur l'éco-anxiété, etc. Et en fait, la question, c'est que quand on parle d'éco-anxiété, c'était souvent dans les mouvements climat. Moi, j'étais dans une asso qui s'appelle Avenir Climatique, je vois qu'il y a des gens qui sont ici, où finalement, c'est un thème qui revenait souvent. On parle d'éco-anxiété, on dit « Ah, là, je me sens mal », etc. Et en fait, c'est souvent pris d'un prisme qui est effectivement souvent occidental, CSP+, et souvent blanc. Parce qu'autour de moi, en fait, il y avait plein de personnes racisées, donc non blanches, qui étaient aussi dans des mouvements climat ou écolo ou autres, et finalement, elles ne parlaient pas trop d'éco-anxiété, etc. Et moi, je pose juste la question, par exemple, si on prend en compte le changement climatique, qui sont les premières victimes du changement climatique, c'est pas forcément les personnes qui sont à Paris, dans le 19e, ou je sais pas où, c'est les personnes qui vivent dans le sud global, premièrement. Et puis après, si on essaie de réfléchir aussi aux personnes en France, c'est les personnes des quartiers populaires qui sont dominées, qui sont sans papier, qui sont exilées, qui sont dans les centres de rétention administrative, qui subissent bien d'autres dominations. Finalement, c'est elles qui vont vivre les premières conséquences des changements climatiques. Et voilà. Donc ça permet aussi de se demander pourquoi on a toujours le même point de vue. En 2014, le typhon Haiyan, il y a plein de personnes qui ont eu leur santé mentale, et des dépressions, il y a plein de morts. Et pourtant, on se pose toujours la question de l'éco-anxiété, de comment moi, je vais vivre les désastres écologiques, mais d'un point de vue finalement très occidental et finalement très libéral aussi. Et en fait, ça pose aussi la question de se dire, ok, maintenant je suis éco-anxieux,
et derrière, qu'est-ce que je fais? Et en fait, on a tendance un peu à considérer derrière des solutions qui sont très individuelles. Je sais pas, je vois des articles sur l'éco-anxiété, c'est voilà, je vais trier mes déchets, voilà, c'est des éco-gestes qui sont souvent cités. Après, il y en a aussi finalement qui vont dans des mouvements climat, dans d'autres orgas, et ça c'est très bien. C'est plutôt la question à qui on donne la parole en premier pour parler de ces sujets. Et là, c'est assez frappant, je trouve, de ce point de vue-là. Et ensuite, c'est aussi la question pourquoi, finalement, toutes les organisations qui prennent la parole, les collectifs, etc., c'est pas forcément des personnes qui sont déjà engagées dans des luttes environnementales d'un point de vue de personnes racisées, non blanches ou des quartiers populaires. Par exemple, pourquoi c'est pas les personnes, je sais pas, qui luttent contre le chlordécone, à qui on vient demander, vous, qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, c'est des personnes, finalement, voilà, on va prendre des gens du mouvement climat, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est quand même de décentrer son regard et de se poser la question de ce concept, quoi. C'est un concept qui est très libéral, en fait, parce que on vient se recentrer sur soi. Et on a vu aussi qu'il y avait beaucoup, en fait, d'initiatives, je sais pas, je pense le travail qui relie, ou finalement plein de mouvements un peu New Age, qui vient se poser la question, pour lutter contre l'éco-anxiété, il faut que je me réconcilie avec moi, avec la nature, et puis aussi se dire, voilà, en fait, ça se trouve... il faut que j'essaye d'améliorer mon rapport aux autres, ou enfin plein de choses comme ça. Et finalement, on vient très peu se poser la question de l'organisation collective par rapport à ça, même si par ailleurs, ce qui est important, c'est que l'émotion au sein de milieux militants ou autres est important, mais pas forcément de passer à l'action d'ailleurs. Donc là, par exemple, je dis, voilà, il y avait Frédéric Lordon qui disait ne soyez pas éco-anxieux, soyez éco-furieux. Bon, on est d'accord ou pas avec Frédéric Lordon, mais je pense que c'est aussi intéressant et on peut se poser la question finalement comment passer à l'action, parce que tout ce qui compte c'est passer à l'action et c'est pas forcément des états d'âme de blanc CC+, en France ou à Paris, quoi. Ça veut pas dire que c'est pas très douloureux d'être éco-anxieux, quand même. C'est ça, voilà. Et par exemple, je vais prendre un exemple. Il y a eu beaucoup de travaux sur les liens entre santé mentale et changement climatique. Notamment, il y a l'Institut national politique du Québec qui avait fait des recherches pour se demander finalement quel est l'impact sur la santé mentale des personnes qui sont touchées en premier par le changement climatique. En fait, on se rend compte que c'est une question qui est très peu posée. Alors, je pense que la question de la santé mentale, elle est hyper importante, mais finalement, est-ce qu'il ne faut pas regarder plus large? Est-ce que c'est pas le capitalisme aussi, le fait que quand on travaille, quand on est dominé à travers différentes oppressions, où on a finalement, ça crée la dépression, l'anxiété, plein finalement de phénomènes, et pourtant, on n'aborde que le sujet de la santé mentale par le biais de l'éco-anxiété dans les luttes. En tout cas, je trouve que c'est le sujet le plus important. Pourquoi on ne parlerait pas de la santé mentale des personnes exilées dans les centres de rétention ou des personnes qui doivent migrer d'un pays à l'autre, et pourquoi on parle toujours de la santé mentale de certaines personnes qui ont les moyens de traiter ce sujet, quoi. Fatima Ouassak. Je réponds. Vas-y, réponds. Ouais. Non, mais sur effectivement l'éco-anxiété comme problème bourgeois, libéral, etc., c'est que avant même de savoir à qui on demande la parole, si on entre dans la lutte écologique par cette motivation-là, on sous-entend quand même en creux qu'on veut se battre pour que les choses ne bougent pas, quoi. Pardon. C'est bien? C'est bon. Tout va bien? On dérange tout le temps Alessandro quand il parle. Oups. Oui, c'est pas forcément impliqué, mais néanmoins, si tu dis je suis anxieux, j'ai pas envie que le climat change, ça sous-entend j'ai envie que la situation reste telle qu'elle. Donc si tu t'adresses à des gens des quartiers populaires, des victimes du chlordécone, des dominés en toutes sortes, ça veut dire lutter pour faites des efforts, rentrer dans la lutte écologique pour maintenir en place les structures de domination qui vous écrasent, quoi. C'est quand même ça qui est contenu en creux dans ce concept-là. Donc c'est sûr qu'on va pas construire, enfin déjà c'est même moralement dégueulasse, et en plus on ne construit pas un mouvement politique puissant comme ça, d'autant plus qu'on ne construit pas non plus un mouvement politique un peu puissant sur des affects tristes, quoi. Sur la base de l'éco-anxiété, on va faire une action explosive, effectivement, aller se coller le visage au milieu du périph' pour faire un truc, parce qu'on a besoin d'agir pour résister à cette sensation-là. Mais un mouvement politique puissant, il ne se construit pas pour lutter contre le pire, pour lutter contre l'anxiété, mais pour aller vers du mieux, quoi. Et là, pour le coup, tant les luttes sociales que les luttes écologistes sont souvent condamnées à lutter pour éviter le pire, à lutter contre des trucs. Les luttes sociales, quand même, avant
avant le grand tournant réactionnaire des années 70, on luttait pour reprendre possession des moyens de production et les collectiviser. Là, maintenant, on doit lutter pour éviter de prendre 2 ans de retraite, quoi. Donc, et la lutte écologiste, qui prend comme mot d'ordre le CO2, éviter la catastrophe, etc., c'est presque structurellement une lutte défensive, quoi. Et donc l'enjeu, c'est de trouver une offensive, de ne pas lutter pour éviter le pire, mais pour proposer quelque chose de mieux. Alors effectivement, comme tu l'as dit, quand on rentre dans le militantisme parce que on est dominé, opprimé par tout un tas, et que c'est une nécessité vitale, là c'est tout à fait clair. Quand on rentre comme nous depuis une position de groupe socioculturel relativement épargné par les difficultés de lutte écologiste, qui ne soit pas juste éviter le pire. Et c'est là que pour le coup, c'est là que toutes les questions autour du vivant, autour de transformer nos relations au non-humain, ont un rôle à jouer, puisque tu citais Lordon, il constate que la situation du prolétariat n'a pas du tout ému la bourgeoisie dans les 2 derniers siècles, mais par contre, quand il s'agit de vivant et de crise écologique, là, on les touche. Donc, c'est bon. Faut prendre acte de ça, quoi. Et c'est une porte d'entrée, en tout cas, pour proposer une lutte qui va vers du mieux, donc des formes d'organisation sociale qui permettent de tenir compte des intérêts des non-humains, de tisser avec eux des relations beaucoup plus riches, de reprendre en main nos activités de subsistance en s'offrant le luxe de tenir compte des intérêts du milieu de vie dans lequel on est. Ça permet d'envisager, enfin c'est basique, on y reviendra, quoi, mais en tout cas de dessiner une perspective désirable et pas juste une lutte qui se nourrirait simplement d'anxiété et d'affects tristes, quoi. Si je peux développer, il y a un gros problème avec l'écologie quand même, c'est que souvent, c'est considéré comme du développement personnel. Enfin, et je trouve que l'éco-anxiété, c'est vraiment symptomatique de ça, quoi, en fait. C'est, finalement, je vais essayer d'avoir sur moi, mais en fait, il y a très peu, finalement, de formes d'organisation collective, etc. Il n'y a aucune interrogation sur sa place sociale où personne se situe, en fait, au sein de ces mouvements-là. Et plus largement, si on s'intéresse à l'éco-anxiété, le gros problème aussi, que ça se base quand même sur le présupposé qu'en fait, il y a un effondrement, c'est ça le problème. Et que je trouve que si on n'avait pas parlé de collapsologie, je ne suis pas sûr qu'en fait qu'on aurait parlé d'effondrement. Et la collapsologie, c'est typiquement un phénomène où on ne décentre pas son regard et on regarde sur son nombril de blancs, CSP+, parisiens, etc. Parce que l'effondrement, en fait, on n'en parle ni au Vietnam, ni aux Philippines, ni dans les pays qui sont les premiers pays qui sont touchés par le changement climatique, en fait. Et donc ça se pose aussi question, quoi. Alors Fatima, on était en train de parler d'éco-anxiété et de pourquoi c'est important de décentrer le regard sur cette notion. Bonsoir à tout le monde, je suis très, très heureuse d'être arrivée. Alors l'éco-anxiété, alors oui effectivement, ça renvoie, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, en tout cas avec ce que j'ai entendu, et notamment sur cette dimension très individualisante et très blanche, CSP+, du Nord global, etc. Et en même temps, je trouve que c'est pas inintéressant de détourner un petit peu cette notion-là d'éco-anxiété pour mieux s'organiser face à des urgences et à la nécessité à cette nécessité de s'organiser face à l'urgence climatique, face à l'urgence qu'est la montée de l'extrême droite et peut-être l'accès de l'extrême droite au pouvoir. Je trouve que ça peut permettre de dire en fait l'inquiétude, notamment des parents qui essaient de faire grandir des enfants non blancs dans ce pays. Je trouve que c'est intéressant en fait. C'est-à-dire que quand on parle d'éco-anxiété, alors on pense tout de suite classe moyenne supérieure blanche qui s'inquiète du fait que son confort peut-être va se réduire et alors moi j'assume en fait ce côté très oui, effectivement, individuel, cet affect, parce que je le ressens moi-même. Je sais que dans mon entourage, beaucoup le ressentent. Et c'est pas un truc de classe moyenne supérieure blanche, quoi. C'est vraiment, oui, comment on fait demain après-demain et comment on met à l'abri nos enfants, comment on protège nos enfants. Voilà, donc c'est pas forcément quelque chose de négatif, je trouve. C'est au contraire peut-être prendre la mesure d'une catastrophe à venir. Et oui, c'est vrai que demain sera pire qu'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est documenté. C'est que toi, tu faisais surtout allusion au traitement médiatique de l'éco-anxiété, à la façon dont ça se restreint à ça, et où c'est effectivement individualisé, et où ça sous-entend encore une fois une lutte pour conserver nos privilèges, quoi. Par ailleurs, pour rebondir là-dessus, c'est aussi une porte d'entrée, et même la collapsologie. Il y a des gens sur la ZAD aujourd'hui qui sont entrés dans l'écologie en lisant Pablo Servigne, quoi. C'est que voilà, par exemple, c'est qu'après on le dépasse quand on est
faut juste lutter contre le fait de rester cantonné à ça, quoi. Ouais. Mais pour ça, il faut quand même arriver à désigner précisément les causes et les ennemis et s'organiser et pas en rester qu'à un niveau individuel. Bon. Et vous trois, est-ce que vous sauriez dire quelle a été l'émotion qui a lancé votre désir d'engagement? Parce que c'était, je sais que Fatima, tu as écrit sur la colère récemment. Moi, le problème, c'est que je suis, encore une fois, comme toi, j'appartiens aux classes relativement épargnées. C'est presque un luxe de militer, quoi. C'est pas une nécessité vitale, quoi. Et alors, certes, comme sans doute beaucoup dans cette salle, je vivais mal le spectacle de l'injustice, je vivais mal le spectacle des dominations. Et j'étais un peu plus silencieux, c'était vraiment très douloureux viscéralement, mais c'est pas ça qui m'a fait rentrer dans le militantisme, sans doute. Surtout, je venais d'un milieu universitaire qui a une espèce de méfiance bien triste, mais c'est comme ça contre le milieu militant. Mais c'est vraiment la rencontre avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, quoi. Où je suis allé, pas pour des raisons militantes, mais pour des raisons vraiment de curiosité, quoi. Pour des raisons peut-être de voir autre chose, de réagir à un sentiment un peu de claustrophobie du monde moderne. On a vraiment l'impression d'être enfermé dans un système politique, un système d'organisation sociale où qu'on aille sur Terre, on va rencontrer à peu près les mêmes choses, quoi. Et de là, de savoir qu'il y avait une petite enclave qui essayait de défaire le mode d'organisation politique dominant et de proposer autre chose, évidemment, c'est attirant, quoi. On y voit vraiment Et j'ai été complètement saisi par le lieu, comme beaucoup de gens, quoi. J'y suis allé une semaine pour voir et j'en suis jamais vraiment reparti. Et ça a été vraiment l'occasion pour moi, et là je rejoins ce que je disais au début sur le concept de liberté bourgeoise, quoi, d'éprouver des affects que je connaissais pas, quoi. Vraiment de découvrir des champs, des domaines de l'expérience humaine. Alors pour le coup, j'étais sans doute vraiment particulièrement sinistré de ce point de vue-là, quoi. J'avais pas d'expérience dans le monde associatif. Voilà, je suis fils unique, blabla. Enfin, j'avais vraiment pas d'expérience du collectif. Et là, me sentir saisi, pris par un collectif et des choses dont l'importance dépassait ma petite personne, découvrir des modes d'organisation collective que je ne connaissais pas, ça a été vraiment un choc. Et encore une fois, c'était l'occasion j'ai découvert des domaines des possibilités d'affect que peut sécréter l'esprit humain qu'on n'a pas tellement l'occasion d'éprouver ailleurs. Et le hasard a voulu que j'arrive sur la ZAD un mois avant la dernière opération d'expulsion de 2018. Donc là, évidemment, pour rendre réelles des choses qui jusque-là baignaient dans le registre du discours, c'est quand même une école de politisation assez radicale, quoi, de vivre quand on a été éveillé par des raisons complètement incroyables, etc., et que les blindés de l'État viennent rouler sur tout ça, ça rend toute chose moins rhétorique, quoi. Et encore une fois, pour les gens qui entrent dans le militantisme en venant de classes relativement épargnées et pour qui la politique peut être quelque chose d'assez abstrait du registre du discours. Encore une fois, on s'indigne des injustices, mais dans l'abstrait, c'est pas un besoin vital. Là, d'un coup, ça ancre les choses dans les affects, dans les corps, et ça donne vraiment une épaisseur de réalité à toute chose, quoi. Et ça a été, moi, vraiment, je pense, je suis devenu militant au milieu de la semaine d'expulsion de la ZAD. Quand j'ai dû en partir, globalement, quand je vois un flic en manif, j'ai tendance à m'enfuir en courant terrifié. Et là, je m'attendais que quand commençaient les expulsions, à ce qu'il m'arrive à peu près la même chose. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, quoi. D'un coup, mon intégrité physique n'avait plus d'importance à mes yeux, quoi. Tant c'était insupportable ce qui était en train de se produire. Et au milieu des expulsions, les habitants de la ZAD m'ont demandé d'aller répondre à une conférence de presse à Paris. Et je me suis dit que je serais sans doute plus utile comme ça qu'en découvrant mes modestes capacités d'émeutier, quoi. Et donc je suis rentré et je m'attendais quand même à être soulagé de repartir dans un seul morceau de cet endroit, et ça a été insoutenable. Je me suis retrouvé à Paris, moralement, là encore, j'ai découvert un état que je connaissais pas, quoi, un truc que beaucoup de gens décrivent dans les mêmes situations, quoi, un truc vraiment de prostration morale. Et j'avais une BD qui sortait à ce moment-là, j'ai annulé tous mes engagements et je suis retourné le plus vite possible sur la ZAD, parce que je me souviens vraiment le premier matin d'entendre aux infos la présentatrice dire d'une voix blanche que les expulsions se poursuivaient sur la ZAD, puis passer à autre chose, et ça voulait dire les copains dans les gaz depuis 4 heures du matin, les gens qui s'accrochaient au toit de leur maison pour éviter jusqu'à en perdre les doigts pour certains, pour essayer de retarder leur destruction de quelques dizaines de minutes. Et c'était insoutenable de ne pas être là. Et là, pour le coup, quand tu parles d'entrer en militance, qui est une espèce de perte
d'insouciance, il y a quand même quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça donnait une épaisseur émotionnelle tout autre, des choses beaucoup plus tragiques sur Terre, et j'y étais que depuis un mois, quoi. Et pourtant, ça me mettait ça me dévastait complètement, quoi. Et du coup, évidemment, se servir de ces affects-là, de ces sensations corporelles pour étendre la compréhension et imaginer ce que ça fait à quelqu'un qui habitait depuis 5 ans ou 10 ans, et surtout à ce que ça fait à tout un tas d'autres catastrophes. D'un coup, voilà, il y avait plein de choses ça, c'était un principe de réalité, quoi. C'est quand même un enrichissement, même si effectivement c'est une perte d'innocence. Alors, pour ce qui me concerne, c'est pas vraiment ce geste, ce mouvement qui consiste à sortir de sa zone de confort parce qu'on aurait pu y rester et à aller se confronter en fait à une réalité, à une violence, parce qu'on assiste à une injustice ou on dénonce une inégalité. Non, moi j'ai toujours vécu en fait dans quelque chose qui était injuste et je l'ai toujours très très mal vécu. Enfin, je disais dans La puissance des mères, je pense à un seuil de tolérance à l'injustice qui est très très faible. Exactement, tout te paraît... c'est-à-dire une injustice qui, peut-être pour d'autres, glisserait, en fait tout à coup, t'es insupportable. Donc, et ça, je crois, depuis assez longtemps. Mais simplement, voilà, j'ai cette expérience d'isolement, en fait, face à une injustice, quand on essaie de s'en sortir, quand on essaie de la combattre, de survivre. Et j'ai cette expérience assez rapidement du passage au collectif et du fait que ce passage permet justement beaucoup mieux de s'en sortir. Déjà, permet de mieux lire la situation, mieux lire l'injustice, voilà, mettre des mots. Voilà, je ne suis pas responsable du fait de subir telle ou telle agression. Je n'ai pas à culpabiliser. C'est la violence qui vient en face, en fait, alors que ce soit l'institution ou de tel ou tel individu. Et la force du collectif, c'est ce qui a déjà été dit tout à l'heure. Et ça, vraiment, à différentes étapes de ma vie, voilà, je peux témoigner de comment on n'arrive pas à se dépatouiller en fait quand on est isolé, quelle que soit la personnalité. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être une grande gueule, de pas lâcher l'affaire, d'être déterminé, etc. Moi, je pense être assez grande gueule. Et en fait, à chaque fois que j'essayais de m'en sortir toute seule, j'étais en dépression. Et je m'en sortais pas du tout. Et au contraire, je coulais, quoi. Et c'est à partir du moment où voilà, j'ai été mobilisée en tant que militante avec d'autres personnes qui avaient, sinon la même expérience, mais en tout cas le même enjeu de lutte. C'est à partir de ce moment-là que on s'en sortait et on s'en sort vraiment. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas une expérience militante où... bon, alors je ne parle pas de la lutte anticapitaliste, hein, évidemment. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que ça n'a pas complètement marché. Mais en tout cas, comme on a la bonne idée de se lancer sur des batailles gagnables, donc c'est vraiment des petites bricoles, des petites choses, et en fait, on les gagne dès lors qu'on s'organise ensemble, quoi. Et donc il y a vraiment quelque chose de très réjouissant à cette entrée, je me souviens plus de l'expression que tu as utilisée, entrée en militantisme, entrée en militance. Ouais. Bon, il y a quelque chose de presque de... Entrée en militance, on va dire ça. De libérateur, en fait, d'émancipateur. Ouais. Alors sur la question de la liberté de circuler en particulier, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, comme je crois beaucoup de personnes très jeunes, notamment quand on est une femme, qu'on a été une fillette. C'est le fait de ne pas pouvoir circuler partout à n'importe quelle heure, aussi selon le vêtement qu'on porte. Ça, c'est une expérience que j'ai eue assez jeune. Et le féminisme, mais aussi l'écologie, l'antiracisme, je les ai vraiment perçus comme des outils qui permettent de lire ça, en fait. Le fait que des personnes comme moi sont entravées dans leur liberté de circuler, mais aussi, du coup, comme des outils qui peuvent nous libérer, nous émanciper. Et du coup, c'est aussi ça qui est, je trouve, très, très réjouissant, c'est d'attraper comme ça ces outils-là, en fait, et vraiment de se libérer, quoi. Donc, il n'y a pas de mauvaise nouvelle au militantisme. Moi, j'ai rien perdu en militant, au contraire. Je n'ai fait que gagner, en fait. J'invite vraiment les personnes à s'engager, vraiment, parce que c'est vraiment pas... Alors oui, quand on dit la lutte, ça coûte quelque chose, oui, effectivement, ça peut coûter, ça peut même coûter la vie, c'est vrai. Mais personnellement, j'en fais c'est ma plus grande fierté, en fait, de militer. C'est ce qui me permet de tenir tous les jours, vraiment, même vis-à-vis de mes enfants, en fait. Je me dis, au moins,
Ils peuvent constater que leur mère se bouge, qu'elle se mobilise, qu'elle y croit, qu'elle est en train de travailler avec d'autres à élargir leur champ des possibles, etc. Et d'ailleurs, oui, j'en suis même à me demander comment on fait pour ne pas militer aujourd'hui. Ça m'attriste en fait. Je me dis, c'est dur quand même de se lever le matin et de se dire qu'on va juste aller travailler, essayer d'avoir des loisirs comme ça, mais de ne pas essayer de changer les choses en fait. Parce que ça, le fait de pouvoir changer un petit peu les choses, c'est quand même un truc magnifique, quoi. Et peut-être pour finir, moi il y a un événement qui a été déclencheur vraiment. Donc j'ai grandi dans un village de 1500 habitants dans le sud de la Bretagne. Je vous ai dit donc j'étais adopté, je suis né au Vietnam, je suis arrivé en France un mois. Et en fait, le fait de retourner au Vietnam donc en 2016-2017, c'était un événement assez déclencheur parce que c'est à ce moment-là en fait que je me suis rendu compte et que j'ai compris que le regard des Marseillais était différent. Et après, on se pose des questions et on chemine, on rencontre des personnes. Et c'est comme ça, finalement, aussi que ça crée l'indignation. Moi, quand je suis revenu du Vietnam, j'y ai passé 1 mois et demi, et c'était la première fois. Je suis rentré, j'étais vraiment indigné, quoi. Je ne comprenais pas, en fait, pourquoi c'était différent. Et tout ce que j'avais ingéré quand j'étais petit, etc., que le racisme, c'est une question individuelle, les gens sont bêtes, ils sont racistes, ils ignorent-les. En fait, ça ne me convenait pas, mais je ne savais pas quoi dire, en fait. Et c'est au fur et à mesure, en s'enseignant, etc., en rencontrant des gens, que là qu'on se rend compte. Et le hasard fait que quand je suis allé aussi au Vietnam, je suis allé au musée de la guerre à Saigon, donc à Ho Chi Minh Ville, et là je me suis aussi rendu compte finalement des choses horribles qui sont passées durant la guerre, déjà la guerre coloniale, la guerre d'Indochine, et puis après la guerre causée par les États-Unis donc au Vietnam. Et ça, donc ça a aussi cheminé en interne, et je pense que c'est pas aussi anodin après qui fait que quand j'ai rencontré Trintonia, ça me touchait plus aussi. Et il y avait aussi la question, donc j'étais aussi allé au Vietnam, et il y avait la question du changement climatique. Et en fait, les gens, ils en parlaient, parce que Saigon, c'est près du delta du Mekong, et le delta du Mekong, là-bas, c'est un des endroits aussi qui est particulièrement vulnérable au changement climatique. Le Vietnam fait partie des 10 pays les plus exposés au changement climatique. C'est là aussi que j'ai pris conscience et que je suis rentré et j'étais indigné sur plein de questions. Alors, il faut choisir un peu ses combats. On ne peut pas lutter sur tout et sur tous les combats en même temps. Mais un roman, c'est comme ça que ça a cheminé. Et après, j'ai essayé de trouver des gens qui pensaient des choses différentes, des réflexions, des rencontres. Et c'est vraiment les rencontres après qui fait que, en fait, oui, ça donne envie de militer. Et on se rend compte que quotidiennement, effectivement, comme tu dis, Fatima, on arrive petit à petit à apprendre des choses, à comprendre des choses. Et on essaie de faire en sorte comment on peut faire pour changer, quoi. Et donc, moi, c'est vraiment l'indignation qui est vraiment très émotrice chez moi et sans doute chez plein de personnes. Mais s'indigner pour ensuite changer les choses, pas pour rester là et attendre que ça se passe, quoi. C'est hyper frustrant aussi de se dire mais finalement, je vais juste rester derrière mon ordinateur et juste à regarder ce qui se passe. La question de linge orange, être contre Monsanto ou Dow Chemical, c'est compliqué. Mais derrière, il y a des petits combats qui vont être gagnés au fur et à mesure et c'est ça qui compte et c'est ça qui aussi crée de la joie ou autre pour continuer à lutter parce qu'on se dit qu'il y a des gens dans nos collectifs, il y a des gens qui ont 80 ans qui étaient dans le Front de Libération Nationale pour lutter contre les États-Unis. Il y en a qui étaient en France et en France ils ont réussi à faire des choses, à manifester pour montrer aussi que le Vietnam était opprimé à l'époque et qu'il fallait que les États-Unis impérialistes arrêtent leur guerre. C'est des gens aussi qui sont hyper inspirants et c'est aussi cette transmission en fait qui fait que ça se transforme en quelque chose aussi qui une lutte aussi qui est intergénérationnelle et qui donne un objectif clair. Et l'objectif, c'est faire condamner Monsanto et Dow Chemical pour que d'autres victimes de l'âge orange puissent avoir accès à de la justice et à des réparations. Et voilà. Merci. Et ma dernière question avant qu'on prenne vos questions, c'est justement quelle est la place de la joie dans vos luttes ? J'ai dit qu'il n'y avait que de la joie dans le monde militant. Bon, moi j'ai participé à des luttes ces dernières années qui ont été particulièrement disqualifiées, délégitimées. Il y a un lieu notamment, Vert Dragon à Bagnolet. En fait, c'est 1000 mètres carrés et en fait, c'est une maison d'écologie populaire qu'on a avec des camarades occupés, en fait pris et où on essaie de mettre en œuvre un projet d'écologie populaire. On a été particulièrement attaqués et ça a été donc très éprouvant en fait. Je veux dire, là pour le coup, non, je vais pas mentir, il n'y a pas de joie à être traité de communautariste, à être considéré comme avançant masqué.
C'est-à-dire, derrière ce projet d'écologie populaire, en réalité, il y a un projet d'islamisation de la société française. Et voilà, on a été taxé de ça quand même, hein, et par tout le monde. Je veux dire, là, pour le coup, il y a vraiment une levée de bouclier générale. Et c'est tout le rapport qu'on a au quartier populaire, le rapport qu'on a aux personnes non blanches dès lors qu'elles s'engagent. Il y a une vraie lutte à être légitime pour lutter. C'est-à-dire que même être considéré comme écologiste, c'est déjà un combat, en fait. Moi, je te l'avais déjà raconté, d'ailleurs, je pense. Moi, je me suis réjouie quand j'ai été traitée de facho-végane, par exemple. Parce que c'est sûr que facho-végane, facho, c'est pas bien. Je veux dire, oui, mais il y a vegan. Et en fait, moi qui avais été considérée pendant des années comme islamiste du fait de revendiquer l'alternative végétarienne, notamment parce que je suis végétarienne et que c'est un combat écologiste de lutte contre le dérèglement climatique, contre la maltraitance des animaux, etc. Il y a des enjeux écologistes que vous connaissez. Voilà, tout à coup, quand enfin on m'a traité de donc facho, certes, mais végane, c'est bon, j'en suis en fait. C'est-à-dire, voilà, enfin, je mérite cette insulte qui, d'habitude, est adressée aux écolos tels qu'on se les imagine, c'est-à-dire des personnes blanches, plutôt de classe moyenne, etc. Et je sortais, en fait, j'arrivais à m'extraire presque de ma classe, en fait, c'est-à-dire voilà, de cette qualification de communautariste ou d'islamiste dans laquelle j'étais enfermée. Et ce que je veux dire, c'est que oui, c'est éprouvant, c'est vrai d'être attaqué, là, il n'y a pas beaucoup de joie, mais en même temps, ce que j'ai voulu dire, en fait, c'est à quel point ne pas se mobiliser, ne pas s'organiser collectivement pour essayer d'occuper un peu d'espace public et de dire un mur existe, en fait, si on ne s'était pas engagé, si je ne m'étais pas engagée, en fait, j'aurais beaucoup plus souffert, en fait. C'est ça que je me dis quand je suis très fatiguée, psychiquement, notamment à cause des attaques, etc. Bon, là, il se trouve qu'on a gagné. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à nous chasser du lieu, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à nous humilier, parce que c'était vraiment c'était ça l'objectif, c'était vraiment allez, vous prenez vos affaires et vous sortez d'ici, vous dégagez, vous n'êtes pas ici chez vous, etc. Vous rentrez chez vous. Donc on a gagné, ça c'est la bonne nouvelle. Mais c'est vrai qu'on était fatigués. Et bon, là c'était compliqué de se dire non mais tout ça c'est quand même de la joie, etc. C'est vrai. Mais c'est relatif parce que si on compare encore une fois avec... et si on ne faisait rien en fait. Et moi je sais à quel point des personnes qui sont enfermées, je ne dis pas qu'elles s'enferment, elles sont enfermées dans un sentiment d'impuissance politique, de résignation, à quel point elles souffrent psychiquement, et notamment des personnes dans les quartiers populaires. C'est-à-dire vraiment voir en fait la catastrophe et se dire qu'en fait on ne peut rien faire pour soi et pour ses enfants, on ne peut rien faire pour se protéger, se défendre et protéger ses enfants. Je pense que c'est, et je le sais, c'est beaucoup plus violent. Hier, on organisait à Verdragon justement un temps avec des familles de victimes de violences policières, de crimes policiers, et c'était beaucoup les victimes sont des enfants. Enfin, il y a un petit Yanis qui a été renversé comme ça par une chauffarde qui lui a roulé dessus à plusieurs reprises du côté de Perpignan. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire, un petit de 8 ans. Et il y avait sa famille qui était là, des affaires comme ça qui ont été les unes après les autres où on se dit mais enfin, je veux dire, voilà, tout à coup, la question raciale, la question coloniale, le fait que les enfants n'ont pas leur place dans cette société, des enfants ne peuvent pas circuler librement dans l'espace public, ils sont entravés notamment par la police, par la circulation, voilà. Alors c'était horrible, parce que alors, les témoignages, franchement ça a été un moment, on a passé un sale quart d'heure, parce que là pour le coup c'était compliqué de dire allez, parce que d'habitude on dit ça à Verdragon, on dit on fait la fête, on mange, on danse, on essaie de faire des choses joyeuses de nos problèmes en fait. Là c'était compliqué, j'avoue, bon l'ambiance était lourde, mais en même temps on était là, et moi je suis sûre que ça aurait été bien pire en fait, de ne pas être là ensemble, et je vous assure qu'à la fin, donc hier soir, on s'est dit, la prochaine fois qu'on se revoit, on organisera une fête. Vraiment. On trouvera. Nous, on braque la fête des mères, par exemple. Tu vois, il y a un truc très joyeux, très punk, très canaille. En fait, la fête des mères, c'est nul. Nous, on va aller la braquer. Et pour parler de ça, pour parler du fait que, voilà, nous, en tant que parents, en fait,
Et ben, on a peur pour nos enfants quand ils sont dehors, parce qu'on a peur qu'ils soient attrapés. Ben, tu l'as dit, quand tu vois la police, tu fuis. Ben, nous, nos enfants, c'est pareil, ils fuient. Le problème, c'est que quand ils fuient, en fait, on considère que c'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher, qu'ils sont délinquants, etc., et qu'il y a un risque, du coup, à ce qu'ils soient attrapés. Et on sait, la plupart des blessés et des morts victimes des violences policières, mais en fait, quand il y a ça, quand il y a des agressions, des morts, en fait, c'est dans le cadre d'une intervention policière, c'est dans le cadre d'un contrôle policier qui a mal tourné, en fait. Donc, c'est dire, en fait, l'angoisse pour les parents de laisser traîner leurs enfants dehors. Et ben, donc, situation, je veux dire, pas réjouissante, pas joyeuse, mais en même temps, voilà, de ça, on braque la fête des mères. Enfin, c'est dire, en fait, le chemin fait pour dire... non, on continue et il y a quelque chose de beau aussi à protéger son gosse, à avancer, à créer les conditions pour que l'enfant puisse jouer dehors tranquillement, pour qu'il puisse y être libre, etc., etc. Voilà, donc oui, au final, de toute façon, ça finit par une fête. Donc ouais, on essaie de s'assurer quand même de la joie dans nos espaces et dans nos milieux, malgré tout, en fait, malgré tout. Donc effectivement, la joie, c'est pas toujours simple, hein, parce que surtout, là, comme je disais, quand on est dans une lutte où finalement la victoire est pas forcément simple, franchement, je vous dirais que le jour en fait, où on a appris que le tribunal s'est déclaré incompétent en mai 2021 concernant le procès de Trentonia contre les fabricants de linge orange, on était plutôt mal et la joie, elle n'était pas au rendez-vous, quoi. Et donc, on sait que c'est surtout dans les combats judiciaires, en fait, c'est très long. Le temps de la justice, c'est 10, 20 ans. Surtout là, en fait, donc il y a un procès en appel. Après, ça peut retourner au tribunal d'Evry. Et ça veut dire qu'après, il peut encore avoir un appel parce que ça sera jugé sur le fond. Et après, il peut encore y avoir la cassation. Et après, encore la Cour européenne des droits de l'homme. Et Trentonia, comme on le disait, elle a 82 ans, quoi. Donc voilà, donc la joie, c'est pas toujours ça. Par contre, ce qui procure la joie, et je te rejoins, c'est le fait que nous, en fait, on est un collectif où il y a majoritairement des personnes vietnamiennes, donc de la diaspora. Et donc c'est ancré dans des organisations qui ont créé le collectif. Donc il y avait l'Union des jeunes Vietnamiens de France, et avant c'était l'Union des Génogérales des Vietnamiens de France, et ça a été créé par une personne qui s'appelle Ho Chi Minh. Et donc il y a une culture aussi assez militante, qui est assez forte, et surtout de transmission en fait de la culture. Par exemple, début février, on a fêté le Nouvel An lunaire, donc le Tet, qui est le Nouvel An vietnamien. En fait, c'est vraiment ces événements-là qui font aussi, on se retrouve et finalement on fête des choses, et c'est important aussi, c'est cette transmission. Et au-delà de ça, on trouve aussi de la joie finalement dans la transmission, parce qu'en fait, l'âge orange, la guerre du Vietnam, la guerre en général, il y a plein de traumas, ça crée ce qu'on appelle des stress post-traumatiques complexes, des choses comme ça. Et c'est un peu dur en fait de retourner dans le passé. Et finalement, au Vietnam, c'est un gros tabou en fait, l'âge orange, chez beaucoup de gens. Et le fait de transmettre les choses, alors franchement, c'est très dur. Hein, des fois, on se prend des claques. Enfin, c'est pas joyeux, mais il y a cette faculté en fait de transmettre les choses et de dire voilà, je vous fais confiance et je vous transmets aussi ce savoir. Et ce savoir, il faut aussi le partager, le diffuser. Et c'est ça que je trouve, en quelque sorte, enfin, quelque chose qui est pas joyeux, mais il y a quand même quelque chose de la confiance et quelque chose qui est fort et quelque chose qui donne envie en fait de bouger et d'agir. Donc c'est une espèce de joie qui est assez particulière quand même, mais voilà, c'est quelque chose qui est important en tout cas dans la lutte. Et après, au-delà de ça, il y a toute la question de se retrouver, les rencontres. Et moi, ce qui me rend joyeux, c'est rencontrer les gens plutôt que de rester tout seul, parce que moi, je viens d'un petit village rural de 1500 habitants où les personnes par exemple, non blanches se comptaient sur le doigt d'une main. Donc c'est pas forcément simple de rencontrer des gens. Et toute ma vie, il y avait peut-être une personne vietnamienne, d'origine vietnamienne, dans le village où les personnes se moquaient parce qu'il avait un accent et parce qu'il avait fui le Vietnam, donc il avait un accent, quoi. Et donc voilà, c'est cette question-là aussi finalement de se retrouver, finalement la solidarité communautaire. Moi, le communautarisme, par exemple, c'est souvent vu de très manière négative. Moi, je vois ça de manière très positive, en fait. Se retrouver, c'est dur. Et aujourd'hui, c'est assez rare, en fait, je trouve, des organisations comme ça qui essayent de transmettre la culture et faire vivre. Et surtout, là, dans la question de la justice environnementale, ce qui est important, c'est la mémoire. Transmettre la mémoire pour qu'en fait, on n'ait plus d'écocides comme l'âge orange, comme le chlordécone, comme les essais nucléaires au Sahara, en Polynésie. Et ça, en fait, ces témoignages, ils sont de plus en plus rares. Et des fois, on peut se dire, est-ce que finalement, ces témoignages, ils vont disparaître et on va oublier et on va reproduire les mêmes erreurs, quoi. Et c'est ça, en fait, le sujet aussi. La joie de la transmission et de faire vivre ces combats-là, quoi. Mais, encore une fois, du point de vue de quelqu'un issu d'un groupe socioculturel pour qui le militantisme est malgré tout une forme de luxe, quoi. En tout cas, il y a un choix, où ce n'est pas une nécessité vitale. Effectivement, la question de la joie, elle est fondamentale, parce que juste dans le processus de lutte lui-même, c'est ça qui met les corps en mouvement.
qui permet de recruter évidemment, mais aussi de se sentir puissant collectivement, quoi. Il faut des affects joyeux qui soudent. Il y a un peu une forme d'hypocrisie à parler de ça, vu que j'habite pas encore j'ai pas franchi le pas d'habiter sur la ZAD, quoi. Et en l'occurrence, sa découverte et y passer du temps, ça a été, comme je le disais, de découvrir des possibilités de l'expérience humaine que je connaissais pas, se sentir maillé dans un collectif, voir qu'il était possible de reprendre en main des dimensions de l'existence dont on est si habitué à être dépossédé qu'on n'envisageait même pas qu'on pouvait remettre la main dessus et retrouver un pouvoir dessus. Donc au début, il y a quelque chose de très enivrant à ça, quoi. Mais par contre, quand je sors de la ZAD, je suis repris par des affects bourgeois, le plaisir de la délivrance matérielle, le pouvoir justement le pouvoir de s'en foutre. Il s'agit de défaire 2 siècles ou même 2 millénaires d'histoire des idées qui ont construit la joie, le bonheur et la liberté comme la possibilité de se défaire de tout lien et de se foutre de tout, quoi. Et c'est pas simple. Et en l'occurrence, dans les luttes territoriales, c'est une question qu'on se pose en permanence. C'est sûr qu'il y a des moments d'intensité qu'on a très peu l'occasion de... Enfin, encore une fois, peut-être nos grands-parents avaient l'occasion d'éprouver ça. Nous, beaucoup moins, quoi. On peut vivre des moments d'une intensité particulière dans le monde libéral, capitaliste, colonial, quand on a l'impression de triompher personnellement, de vaincre ses rivaux, etc., que ça procure une espèce de jubilation comme ça. À l'autre côté du spectre, il y a des moments d'une intensité particulière et beaucoup plus pleine, sans doute, quand on se sent maillé dans un collectif, pris dans quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse notre importance. Et cette partie-là des affects, effectivement, a été rayée des possibilités qu'offre le monde d'intensité vraiment enivrante, mais qui a une contrepartie. Et la question de comment on rend joyeux, puis la lutte, le regard permanent, c'est quelque chose que tu mettais dans ton mail, je crois, l'attention permanente à toutes les formes de domination, etc. Ça fait rentrer dans ton champ intentionnel une quantité de préoccupations auxquelles tu étais habitué à te désintéresser. C'est extrêmement satisfaisant de parvenir à lutter contre ça, d'écarter tout un tas de comportements, de structures évidemment institutionnelles qui entérinent les dominations, etc. Mais combler cet espace-là par quelque chose de joyeux, par une proposition positive, alternative, c'est beaucoup moins évident. Et c'est en l'occurrence dans les luttes territoriales une question qui se pose en permanence. Et c'est ça, encore une fois, c'est cette joie-là, cette intensité-là, de vie-là qui non seulement met en mouvement, mais surtout rend un collectif puissant. Et maintenant, dans le mouvement des soulèvements de la Terre, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais en l'occurrence, je vais faire quand même un petit placement produit pour finir c'est dans moins de 15 jours, le 24-25 mars, il y a une action contre les méga-bassines. Et là, en l'occurrence, je suis vraiment... J'attends ça avec impatience, je suis vraiment comme un gosse, quoi. C'est ni la perspective de sauver le monde, ni de défaire l'agriculture industrielle qui me motive, mais ça va être l'intensité d'existence qui va sortir de ce week-end-là, participer à son organisation à plein, essayer participer à une action de sabotage avec 3000 personnes, c'est quand même des moments enivrants qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de vivre ailleurs. Donc je vais faire de la propagande en insistant là-dessus, quoi, plus que sur la nécessité d'affronter l'agro-industrie. C'est que ça va être sans doute un moment où, sachant que la dernière fois, à 6000, on a largement débordé la police. Là, on attend au moins entre 20 000 et 30 000 personnes. Ça va être vraiment extrêmement festif. Et en l'occurrence, les soirées de concert après une action comme ça, quand on a débâché des bassines, quand on a regardé des tracteurs de la Confédération paysanne défiler avec le système d'irrigation au préalable tronçonné. Du coup, voilà, ouais, c'est aussi des affects qu'on n'a pas tellement l'occasion d'éprouver dans d'autres circonstances, quoi. Merci beaucoup. On va faire tourner un micro pour vos questions. Qui veut se lancer? Allez, Claire. C'est pour dégripper la machine. Moi, j'ai une question sur l'intime, parce que quand on parle de lutter ou être heureux, en fait, l'engagement dans un chemin de militance et d'entrer dans un collectif, on prend rarement la mesure de ce que ça va impliquer de questions sur soi. Vous avez un petit peu parlé de être un dans un groupe, l'alimentation aussi, et le rapport à l'alimentation, mais pour le coup... moi, ce qui m'a le plus surpris en fait, dans mon chemin de militance, c'est que je venais parfois pour des questions écolo, matérielles, techniques ou des luttes précises. Et en fait, ce que j'ai découvert dans la militance, c'est beaucoup de chemin en soi. On s'interroge sur tout, en fait. Les mots qu'on utilise, notre relation à l'amour et à la sexualité, ce qu'on mange, le rapport à son propre corps. Et en fait, c'est plein de choses auxquelles on n'est pas forcément préparé.
et qui peuvent être très troublantes, qui peuvent interroger des choses très profondes, parfois difficiles. Et dans cette histoire entre lutter et être heureux, je me demande comment vous avez appréhendé cette part d'intime, comment vous l'avez accueillie, où est-ce que vous avez trouvé peut-être la ressource pour faire face à ça, parce que au-delà des combats dont vous parlez très bien, enfin voilà, les luttes qu'on gagne à l'extérieur, mais il y a aussi un chemin à l'intérieur qui se fait dans ce processus-là et qui renforce énormément le collectif et le chemin de militance qu'on fait. Et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Non, mais tu as raison de soulever ça, parce que c'est le bordel, en l'occurrence. Il n'y a pas de solution. Et pour revenir au thème sur la perte de l'insouciance, on est en plein dedans, quoi. Et là, sur ces sujets-là, toutes les dimensions négatives des abus, du harcèlement, des comportements machistes sont prises en charge collectivement, de façon, plein de gens diraient pas suffisante, mais moi, qui sont quand même efficaces. En tout cas, il y a une institutionnalisation du regard là-dessus, quoi, une prise en charge collective, institutionnelle, pour prendre en charge toute cette dimension négative et essayer de lutter contre toutes les formes de domination. Mais par contre, la dimension positive dans ces domaines-là est laissée à l'individu, quoi. Il n'y a pas une proposition collective positive comme il y a pu y avoir dans les mouvements, je sais pas, dans des équivalents dans les années 70, par exemple, où c'était beaucoup plus clair d'identifier un ennemi et de faire une proposition alternative. Là, tout le champ du positif est laissé à l'individu et c'est un problème. C'est effectivement, quoi, qu'il n'y ait pas de... Et c'est un sujet de conversation permanent, mais il n'y a pas de réponse pour l'instant à ça, quoi. Et effectivement, encore une fois, sur des questions de joie, d'enthousiasme, de liens affectifs forts qui donnent la puissance au mouvement, c'est un manque, quoi, qu'il n'y ait pas une proposition dans ce domaine-là, quoi. Moi, je trouve que ce qu'on découvre, en fait, à travers le militantisme, c'est cette notion alors je vais utiliser des grands mots, hein, mais de dignité humaine, en fait, d'égale dignité humaine, de nécessaire dignité humaine. S'il y a des interrogations, des choses qui bousculent, je trouve que c'est plutôt là, en fait. Je t'écoute depuis tout à l'heure et je vais le citer, j'arrête pas de le citer, c'est très bien pour lui. C'est Joseph Andras qui a écrit un bouquin sur un porteur de valise qui s'appelle Fernand Yveton. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un bouquin qui s'appelle De nos frères blessés. Et c'est un livre magnifique, vraiment, qui est incroyable, qui rappelle ça, en fait. Qui rappelle, voilà, alors Fernand Yveton, donc l'un des rares, je me demande si c'est pas le seul homme blanc qui a été tué par l'État français pendant la guerre d'Algérie. Parce qu'il a été considéré comme traître, en fait, à la patrie française, puisqu'il s'est rallié, en fait, il s'est pas rallié d'ailleurs, pardon, il était membre, en fait, du FLN algérien pour la libération de l'Algérie. Et alors, lui, il se situe pas comme, tu vois, comme tu le fais sur... Alors, moi, et c'est pas du tout une critique, hein, c'est juste... c'est pas une critique, mais tu verras où je veux en venir. On comprend à la lecture de ce livre, et c'est tout le travail de Joseph Andras, qui a une plume, encore une fois, incroyable. En fait, on comprend qu'il ne se bat pas pour d'autres, là où lui serait privilégié, ou serait dans un certain confort, etc. Non, on comprend qu'en fait, il se bat pour lui. Parce que vraiment, ce monde-là, donc un monde où sont séparés les humains, entre blancs, non-blancs, entre colons et indigènes, etc., bah, lui, ça lui va pas, il ne peut pas survivre à ça, en fait. Enfin, on comprend que vraiment, vraiment, il y a ce truc de je ne suis pas libre si les autres ne le sont pas. Et je trouve, moi, que le militantisme... Bon, alors là, tout de suite, je suis partie sur les luttes... tu disais les luttes de territoire. Bon, les luttes anticoloniales... voilà, là, pour le coup, c'est des luttes de territoire tellement glorieuses que c'est très massif. Mais en tout cas, bon, c'est un référentiel pour moi. C'est vraiment une référence pour moi dans la construction politique. Mais je trouve que, voilà, en luttant, ça permet de retoucher en soi, en fait, notre égale dignité humaine, en fait. C'est fait de se dire, mais je ne le fais pas pour un tel ou une telle, je le fais pour moi. Vraiment, qu'est-ce que je veux, en fait, à quelle société j'aspire. Et ça peut vraiment... Enfin, je trouve qu'il n'y a que dans la lutte et le militantisme qu'on peut toucher du doigt ce truc-là. Je continue sur la lutte anticoloniale, algérienne notamment. On a dans un tribunal qui sont Jamila Bouhired, coloniale, et qui ont libéré l'Afrique de la férocité coloniale, c'est pas rien. Et elle, alors on lui annonce qu'elle va mourir comme Fernand Yveton, comme d'autres, et qu'elle va être guillotinée parce que, voilà, elle, c'était pas la trahison, mais c'était l'ennemi, quoi, l'ennemi indigène. Et elle éclate de rire.
Jamila Bouhired, à ce moment-là, quand elle est condamnée à mort. Et elle dit, vous pouvez faire ce que vous voulez avec moi, individu, en fait, vous ne tuerez pas la cause des peuples opprimés, vous ne tuerez pas la libération, en fait, la nécessaire libération de ces peuples opprimés. Tu vois, elle est prête à mourir, en fait. Ça la dépasse. C'est vraiment une question de dignité humaine. Je pense que Jamila Bouhired n'aurait pas dit ça si elle n'était pas entrée en lutte, si elle n'était pas entrée dans son... Je pense qu'elle a découvert ça chez elle, cette force incroyable. Enfin, il faut quand même avoir un petit peu de courage pour rire à l'annonce d'un verdict, d'une sentence de mort, quoi. Mais je pense que ça, elle l'a trouvé dans la lutte que mène le FLN. Alors, je réponds pas complètement parce que je comprends que c'était la question du bonheur et demain, mais on oublie un peu trop la question de la dignité, en fait, et notamment de la dignité humaine. Dans les luttes d'émancipation, c'est ça qu'on peut trouver en particulier. Autre question. Allez, qui se lance? Merci. Bonsoir et merci à vous 4 pour vos témoignages. Moi, j'avais une question par rapport au sentiment de rupture que vous avez pu connaître au moment de votre, au moment où vous êtes passé dans le militantisme. Et moi, je voulais savoir comment vous avez vécu le possible sentiment de rupture que vous avez eu avec vos proches, avec la famille, avec peut-être vos amis ou le cadre professionnel dans lequel vous étiez à cette époque-là. Voilà, en gros. Je n'ai pas grand-chose à répondre à ça. Je ne l'ai pas vécu comme une rupture, ça a été progressif. Mais c'est vrai que maintenant que je constate que, encore une fois, c'est classique comme expérience, revoir des amis proches qui vraiment n'en ont rien à foutre, c'est plus complètement évident, quoi. Il y a quand même une certaine difficulté à ça, quoi. Non, alors moi je suis quand même obligée de négocier avec ça, l'entourage, parce qu'en fait, on l'a dit pour commencer, il y a quand même un contexte très anxiogène, parce que voilà, on l'a dit, cette question du dérèglement climatique, mais il y a aussi l'extrême droite. Quand on est une personne non blanche, vraiment cette menace qui est là en fait, et qu'on nous agite depuis maintenant des décennies et qui nous voit grandir en fait. La menace d'être chassé de ce pays. Je l'ai déjà dit l'année dernière, vous vous souvenez, il y a quand même eu des débats pour savoir si oui ou non il fallait nous virer de France en fait. Et c'est des débats à forte audience. Je veux dire, c'est vraiment, il y a des gens qui disaient oui, il faut les virer, ils s'assimilent pas, il faut le grand remplacement, la remigration. Et en face, pour nous défendre, le max, c'était de dire non, il faut les garder parce que ces gens-là, ils sont utiles dans le bâtiment, dans la restauration, etc. Je veux dire, on a eu affaire à ça et nos enfants, ils ont assisté à ça. Et ça, encore une fois, on ne prend pas la mesure de ce que ça provoque chez nous déjà adultes, mais alors chez les enfants, enfin voilà, il faut quand même qu'ils arrivent à grandir dans cette puanteur. Et donc, arriver avec quelque chose de l'ordre de la rupture, un truc militant, mais moi, j'essaie de ne pas le faire. J'essaie de ne pas venir déjà avec des problèmes sans avoir réfléchi 2 minutes à un début de solution déjà. Et c'est pour ça que moi, de plus en plus, je parle de Méditerranée comme espace autonome. Il y a de liberté de circuler, par exemple. C'est-à-dire que plutôt que de parler uniquement de anti, en fait, j'essaie de donner à voir en fait, des choses qui sont très positives, qui peuvent porter la liberté de circuler sans condition. Encore une fois, la Méditerranée comme hyper sujet. SOS Méditerranée, c'est des pirates. Moi, je parle d'ailleurs d'écologie pirate, un truc vraiment très joyeux, très positif, etc. Donc ça, c'est presque de l'ordre de la discipline militante. C'est-à-dire que c'est vraiment stratégiquement, je me force à essayer de proposer des choses qui sont positives, qui portent, etc., que peuvent porter d'ailleurs des enfants. Voilà, les enfants, il faut qu'ils puissent dire Vert Dragon. Ça tout de suite, c'est Bruce Lee, quoi. C'est un truc positif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que parfois, en fait, ça nous dépasse. Et tout à l'heure, je vous disais, quand on a été attaqué à Vert Dragon, c'est-à-dire quand on a voulu nous chasser, c'était une campagne d'affichage autour de Vert Dragon pour dire il faut qu'elle parte. Alors, comme on est de gauche, on n'a pas dit il faut qu'elle parte, ces Arabes, ou je sais pas. Non, ils ont mis sur les affiches c'est un danger pour les valeurs de la République. C'est le nouveau truc. Et quand on est de gauche, on peut dire ça. On peut dire c'est un danger pour les valeurs de la République. Et du coup, voilà, il faut qu'elle parte. Et ça, en fait, quand on passe à la télé, parce que du coup, on est passé à la télé, c'était pas une bonne nouvelle, hein, c'était en plus sur CNews et tous les trucs horribles. En fait, oui, il y a la famille qui appelle, les parents notamment, et pour dire
moi, par exemple, je le dis, hein, moi, j'adore mes parents, j'adore ma famille et tout, mais c'est vraiment des pressions pour dire qu'il faut arrêter de faire de la politique maintenant. Il faut arrêter de faire toujours tes petites histoires là demain. Tu as des enfants, il faut que tu sois responsable. T'as quel âge? Enfin, il faut sortir de ce côté hippie, il faut sortir de ce côté gauchiste, etc., etc. Et ça, c'est vrai que du coup, il faut gérer le combat et cette conviction en fait qu'on ne peut pas lâcher et que vraiment on va crever si on lâche. Et en même temps, il faut gérer le fait que nos entourages sont particulièrement fragilisés, vulnérabilisés, qu'il peut y avoir des représailles, et que du coup, voilà, il faut tout le temps rassurer, il faut tout le temps mettre de l'eau dans son coca, c'est-à-dire non, mais t'inquiète pas, j'arrête, en fait, là, c'est la dernière fois, on essaie de sauver le lieu, puis après on arrête, puis on n'arrête pas, mais juste évidemment, nos proches, nos amis, notre famille, en fait, ils s'inquiètent. D'ailleurs, et encore une fois, ils s'inquiètent aussi parce qu'il peut y avoir des représailles, ça c'est vrai. Il peut y avoir des représailles, par exemple, dans le pays d'origine. Moi, en 2016-2017, j'étais soutien à un soulèvement de la terre, et c'est dans le Rif marocain. C'était un soulèvement de la terre. Je veux dire, c'était pour libérer la terre, pour protéger la terre, etc. Je suis une militante anticoloniale, je suis une militante contre les violences policières. Il se trouve qu'il y avait une forte répression policière dans le Rif. C'est un engagement. Et en même temps, on réfléchit quand même à deux fois en se disant, mais j'ai une partie de ma famille qui est là-bas, quelle responsabilité je prends en fait dès lors qu'il peut y avoir des représailles là-bas, et ça rigole pas dans nos pays d'origine, en Afrique du Nord. Je veux dire, les militants sont en prison, les journalistes sont en prison, c'est pas du tout le même contexte de militance qu'ici en France, ça c'est évident. Je veux dire, moi je comparerai jamais je mettrai jamais à égalité les deux. Et donc oui, là aussi, il faut doser en fait. Donc sa radicalité. Donc, si c'est être radical pour être radical, si ça met en danger ses proches, c'est pas la peine, quoi. Mais c'est juste, c'est comment on dose, on concilie un engagement nécessaire et en même temps, encore une fois, la nécessité de ne pas aggraver, en fait, de ne pas ajouter de l'anxiété à l'anxiété, et puis aussi de ne pas mettre en danger, de ne pas trop mettre en danger ses proches. Je parlais d'un sujet un peu différent sur le sujet de la rupture. Moi, j'ai beaucoup de camarades qui sont des personnes aussi adoptées ou des personnes qui sont aussi LGBTQIA+, etc. Et la question de la rupture avec les proches, pour moi, elle ne doit pas non plus s'exclure totalement. Je veux dire, à un moment donné, dans un contexte hyper oppressif où finalement où les conditions matérielles d'existence sont diminuées parce que si vous êtes ado, vos parents vous donnent plus d'argent, vous vous excluent, etc. Là, je pense qu'il y a des contextes très pertinents où là, il y a une nécessité de rupture. Mais je dirais, quand, par exemple, moi, mes parents sont blancs, je ne suis pas raciste anti-blanc, hein, par exemple, et voilà, et en fait, il y a des contextes où, en fait, il faut des solutions pour se préserver. Bon, ça, c'est sur d'autres sujets, sur le racisme, l'adoption internationale, c'est quand même assez particulier. Après, sur les questions écologiques, moi, je vois c'est peu pareil, quoi. Je me dis, comment on peut faire des ponts aussi avec des gens qui ont des intérêts différents. Et finalement, les proches autour de soi, d'autres organes, des personnes qui ont un point de vue qui est différent, c'est la question finalement de comment on peut faire des ponts et comment aussi on peut construire des choses, des alliances, parce qu'on a tous des intérêts différents et parce qu'à la fin, le but, c'est quand même de créer des rapports de force, etc. Et donc là, la question de la rupture, elle me semble moins pertinente. Enfin, ça peut se faire. Il y a des cas, clairement, je pense qu'il n'y a aucun intérêt. Hein, quand c'est l'extrême droite ou c'est la droite, et encore, parfois, on peut s'étonner, mais il y a des intérêts qui sont assez étonnants dans certains contextes. Donc oui, la rupture dans certains cas, mais surtout des alliances quand c'est possible, parce qu'il n'y a que comme ça en fait, qu'on peut aussi avancer, quoi. Quand on parle de joie, moi personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de joie dans les alliances qu'on fait avec des personnes qu'on ne pensait jamais rencontrer. Et peut-être qu'elles ont un vécu différent et qu'elles n'emploient pas les bons mots, que ce soit. Je pense qu'il y a beaucoup plus à construire que de créer encore des murs entre des gens qui auraient intérêt à construire des ponts, quoi. Merci. Est-ce qu'on prend une dernière question? Ouais. Zéina. Bonsoir. Merci à tous les quatre. Moi, j'avais une question sur comment... Est-ce que ça vous arrive parfois de prendre du recul, de vous regarder de haut et quel regard vous portez sur vous et sur votre parcours? Est-ce que parfois vous vous êtes senti pas assez engagé, trop engagé? Voilà. Merci. Pour répondre, peut-être je fais un micro-détour, parce que finalement on parle de construire une perspective désirable, de ne pas lutter juste pour le contre, mais pour quelque chose de mieux, mais on n'a pas du tout évoqué le projet politique qu'on porte, quoi.
le projet politique auquel je me raccroche, c'est celui de développer des formes d'autonomie territoriale, de prendre acte de la faiblesse des outils de transformation de l'État interne à l'État et interne à la social-démocratie, que ça c'est un peu mort et qu'il faut trouver d'autres points d'appui, notamment des points d'appui extérieurs à l'État pour espérer avoir une chance de le transformer, et notamment par la reprise de terre, l'occupation de terre, et retrouver des formes d'autonomie matérielle, notamment alimentaire et politique, sur des territoires. Alors par l'occupation illégale sous forme de ZAD ou avec ce que portent les soulèvements de la terre, mais aussi par l'achat foncier et tous les intermédiaires qu'il y a entre les deux. C'est reconstituer des forces politiques territorialisées. Et on essaye de dire qu'il y a certaines situations dans des exercices de politique fiction un peu tirés par les cheveux parfois, où c'est une situation désirable qu'une structure étatique qui a à peu près la forme qu'on lui connaît aujourd'hui cohabite avec des territoires autonomes dans ses marges. C'est désirable et ça fonctionne que s'il y a une liberté de circulation totale des populations, effectivement, et c'est ça, une des composantes désirables de la chose, c'est de pouvoir choisir les modes d'organisation politique dans lesquels on vit, en connaître plusieurs, faire des expériences de formes d'organisation sociale, politique, de structure sociale qui se construit sur des valeurs différentes et de pouvoir osciller, si le cœur vous en dit, entre différents territoires qui s'organisent différemment, et que ça donnerait entre autres une richesse politique énorme et un point d'appui, un contrepoint de pouvoir à l'État. Mais c'est sûr que quand on aspire à ça et que, comme on dit, on prend un pas de recul, c'est vertigineux, quoi. On ne voit pas du tout le... Alors on propose ça comme une solution, enfin comme une espèce d'intermédiaire entre les perspectives politiques qui s'offrent sinon à nous, entre le plaidoyer, enfin rester dans les règles de la démocratie représentative qui ne marche plus du tout, ou le renversement révolutionnaire du type Grand Soir. Et on se dit, on ne peut pas avoir que ça, on ne peut pas avoir que le renversement révolutionnaire global comme perspective politique, déjà parce qu'on ne voit vraiment pas d'où viendrait la puissance pour ça. On ne le sent vraiment pas poindre à l'horizon. À se passer de tout lien, on est devenu tellement minable en termes d'organisation collective que quand bien même un renversement révolutionnaire adviendrait, il y a de fortes chances qu'il se passe mal si on n'a pas un réapprentissage des formes d'organisation, des prises de décision collectives en amont. L'idée d'une territorialisation des luttes sert aussi à ça. Éventuellement préparer un renversement plus global et réacquérir des savoir-faire, parce que vraiment on n'est pas le même type de personne quand on a grandi dans l'Occident moderne que quand on a grandi au Chiapas ou dans une vallée bolivienne où c'est habituel de prendre des décisions à 10 000, 20 000 personnes. Cette perspective-là de semi-autonomie, de forme d'autonomie territorialisée pour reconstruire une puissance politique collective, on la propose comme quelque chose qui nous semble plus plausible et plus désirable qu'un renversement révolutionnaire global, mais même ça semble tellement lointain et si peu à portée de main que, bien sûr, des fois, on est pris de vertige là-dessus. Ça nous arrive de faire je pense à une action des soulèvements de la terre, par exemple, où on a vraiment l'impression que le monde nous appartient, ou même de 3 jours de discussion dans une ferme paysan de nature avec que des gens qui reconstruisent des réseaux locaux, qui font de l'agriculture en bonne entente avec le vivant. On est plein, on a l'impression que vraiment on va dans le bon sens. Après, tu rentres chez toi en train et tu traverses des monocultures de maïs à perte de vue avec des éoliennes et tu te fais non, mais en fait, on est anecdotique, quoi. Et donc oui, on négocie en permanence avec cette espèce de sentiment un peu absurde d'être complètement débordé par des forces contraires. Oui, parce qu'en t'écoutant, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé du projet politique qu'on porte et tu parlais d'autonomie territoriale et il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. On la refait alors, du coup on fait tout. Alors du coup, juste un mot quand même effectivement sur ce projet politique. J'ai profité moi aussi de la question pour en parler, parce qu'effectivement, il y a cette idée aussi dans ce que je défends d'autonomie territoriale. Ce sud dans le nord, en fait, ces territoires, ces terres qui sont habitées par des populations qui sont pour grande partie non blanches, descendantes de l'immigration africaine, postcoloniale, et on est aujourd'hui dans une impasse politique. C'est-à-dire qu'on est considéré, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des débats qui s'organisent sur notre légitimité à exister sur cette terre-là, et en fait, moi j'utilise même l'expression de sans-terre qu'on utilise beaucoup pour les populations que tu évoquais en Amérique du Sud. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas légitime à être ici, et on est en sursis. Et c'est ça, l'impasse politique. Et en réponse à ça, parce qu'il faut pouvoir répondre, en fait, il faut pouvoir sortir de cette impasse, il y a cette idée d'autonomie territoriale
Et même, alors moi c'est ce que je défends aussi, on parlait de rupture tout à l'heure, c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça, d'une rupture, parce que c'est vrai que je suis quand même un peu dans la rupture, j'avoue. C'est le faire sécession en fait. C'est de dire, voilà, nous on fait sécession. Moi je parle d'écologie pirate pour ça aussi. C'est un acte de piraterie, c'est de dire, mais... alors comme il n'y a pas beaucoup de temps, je vais dire directement les choses, mais c'est... moi je ne veux pas être dirigée, je ne veux pas que mes enfants soient dirigés, gouvernés par des suprémacistes blancs. Voilà, et je considère que l'extrême droite qui pointe son nez là, qui entre à l'Assemblée nationale en France, c'est quand même 90 députés, qui entre dans les parlements européens, en Belgique, en Flandre, en Italie, en Suède. Pour moi, c'est la montée du suprémacisme blanc. C'est une Europe en fait qui politiquement veut protéger ce qu'elle croit être sa civilisation blanche et chrétienne. Et moi, je ne veux pas de ça pour mes enfants, je ne veux pas de ça pour nos enfants, en fait. Et face à ça, moi, je dis qu'on a légitimité, on est légitime à dire, mais on fait sécession. Si l'État-nation, c'est ça, en fait, nous, on ne veut pas, en fait. Et effectivement, on va les chercher sur nos terres. Alors, on nous répète qu'on n'est pas ici chez nous, que ce ne sont pas nos terres, mais c'est faux. Ce sont nos terres, voilà. Nos enfants grandissent ici. Et donc, pour moi, il y a légitimité à dire, voilà, sécession. Ça répond aussi à un besoin de terre qu'ont les populations descendantes de l'immigration. Et ça, c'est quelque chose qui est universel. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses communes, effectivement, dans les soulèvements de la terre. Moi, j'y vois même un prolongement aussi des luttes anticoloniales, qui sont des luttes de réappropriation de la terre spoliée. Ouais, tu vois, il y a vraiment quelque chose aussi à aller chercher, du lien à aller faire aussi. Tu parlais de transmission. Si on passait plus de temps à aller chercher ce qu'il y avait de commun dans les luttes qu'on qualifie d'écologistes, d'anticoloniales, d'anticapitalistes, etc., on retrouverait en fait du commun qui pourrait nous rassembler tous derrière un front. Donc il y a déjà cette histoire de radicalité assumée, de rupture assumée comme horizon politique. Mais il y a, comme je l'ai dit, et voilà, c'est vrai que c'est de l'ordre de la radicalité, de la rupture, mais il y a aussi cette histoire de liberté de circulation qui est effectivement complètement liée à l'autonomie territoriale. Liberté de circulation et d'installation sans condition. Et ça, je le dis en cours parce que c'est vraiment, je pense, un enjeu politique important dans les mois à venir. Vous savez que Gérald Darmanin prépare son projet de loi sur la énième loi immigration en articulant encore plus que ce qui a déjà été fait, l'utilité en fait des migrations, des personnes migrantes au secteur, alors je ne sais plus comment il dit, secteur en pénurie ou en tension, secteur en tension. Voilà, ça c'est sous-humaniser une partie de l'humanité, c'est un logiciel raciste en fait, qui consiste à réduire l'individu, cet individu-là, donc l'individu non blanc, africain, etc., à sa stricte force de travail. Face à ça, moi ce que je vous dis ici, c'est dans quelle mesure on est capable d'opposer à ce truc-là qui est radical en fait. Et c'est une utopie, hein. Ça, c'est une utopie. C'est une utopie capitaliste, raciste. Dans quelle mesure on est capable d'opposer à ça la liberté de circuler sans condition, en disant voilà, on se met à hauteur en fait. Le projet écologiste qu'on défend, en fait, il a la hauteur des enjeux et on considère, nous ici, j'espère, c'est une question que je pose, la liberté de circuler sans condition. C'est-à-dire, en cas de sécheresse, en cas d'inondation, vous le savez, les ravages climatiques auront beaucoup plus de conséquences au sud de la Méditerranée, au nord, ce qui est particulièrement injuste parce qu'au sud de la Méditerranée, on est moins responsable de la catastrophe climatique qu'au nord. Et dans quelle mesure on est capable, en tant qu'écologiste, participant du mouvement climat, on est capable de penser la liberté de circulation comme mise à l'abri, en fait, avec tout ce que ça a aussi de positif. Et voilà. Et moi, je pense que ça, c'est l'enjeu là, des mois prochains. Ça devrait en tout cas être l'enjeu, à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très opérationnel, très carré, presque juridique, en fait. Est-ce qu'on est pour ou contre la liberté de circuler sans condition ? Si on est pour moi, c'est défendre l'égale dignité humaine, de dire que quand on lutte, quand on mène un combat écologiste, c'est pas pour la seule partie blanche de l'humanité, c'est pas que pour le Nord, c'est pas que pour l'Europe, c'est pas que pour l'Occident. Et si on est contre cette liberté de circuler sans condition, moi, c'est défendre une écologie dans les limites de l'État-nation, dans les limites d'un truc franchouillard, nul, enfin, qui n'est pas à la hauteur, en tout cas. Et donc, voilà, pour moi, c'est une question à venir. Voilà, je suis partie super loin, mais... Non, c'est super, je pense que c'est quelque chose que je voulais dire aussi. Et je pense qu'il y a une notion aussi que tu avais dans ton livre qui est centrale, je trouve, dans la lutte contre le changement climatique ou autre, c'est cette question de l'internationalisme, en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on perd un peu et je pense qu'on devrait pas mal s'inspirer des diasporas qui ont un lien avec leur pays d'origine, finalement, pour construire des ponts
entre soit des diasporas issus du Sud global ou soit des personnes du Sud global, parce que là, le capitalisme faire tel qu'il est en fait organisé, en fait, il va se servir de beaucoup plus de métaux, de matières premières partout dans le monde pour en fait lutter contre le changement climatique au profit des pays du Nord global et au détriment des pays du Sud global. Et donc en fait, on est en train de déplacer le problème du climat vers pas mal d'autres sujets, l'extraction des ressources, etc. Et en fait, c'est toujours un habité colonial, comme dit Malcolm Ferdinand, qu'on déplace toujours vers d'autres sujets. Et donc peut-être, et j'espère qu'on aura lutté contre le changement climatique et qu'on n'aura plus de problème, je doute un peu, enfin, le capitalisme vert se sert de tous les éléments de langage, la sobriété, de plein de choses, etc. Et arrive à totalement récupérer des concepts qui étaient peut-être un peu militants hier et qui aujourd'hui ne sont pas, et qui sont totalement absorbés par une nouvelle langue libérale et colonialiste, quoi. Donc voilà, c'était juste pour rajouter ça. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci. Et ben voilà, merci pour cette première soirée Présage live, c'était super. Merci pour votre écoute. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou, encore mieux, venir échanger avec nous à la Recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro porte de Clignancourt.